Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Peut-être de changer la perspective, au lieu de se dire on est tout le temps en train de réinventer la roue ou on C'est ça. refait les mêmes luttes tout le temps, c'est plutôt de dire on a réussi par le passé à aller chercher ça, puis là on cherche à aller chercher ça. Comme des nouvelles briques à Exact, l'édifice. c'est ça. Salut Morag. Salut Laïma. On se plonge dans l'histoire du droit à l'avortement au Québec. Oh oui. Tout un programme, mais un épisode complètement fascinant. Ah, tellement intéressant. On était suspendus aux lèvres de nos invités, en fait, Ouais. tout le long. Ah oui. Je sais qu'on dit ça souvent, mais Oui. on aurait pu parler 5 heures Oui. sans aucun problème. C'est un épisode aujourd'hui qu'on fait dans le cadre d'un mandat qui est un petit peu plus large avec le Centre de santé des femmes de Montréal qui souligne son 50e anniversaire cette année. Le Centre de santé des femmes, c'est vraiment un organisme hyper important dans l'histoire du droit à l'avortement. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun comme collaboration qu'on fait avec l'équipe. Mm-hmm. Le Centre de santé des femmes, c'est un organisme communautaire autonome et féministe composé de femmes qui œuvrent en santé sexuelle et reproductive. On a une de nos invitées qui a d'ailleurs travaillé pour le Centre de santé des femmes à la fin des années 80. On vous promet des histoires là, complètement crazy. Renversantes. Ouais. Et dans le cadre de la collaboration que le Club Sexu fait avec le Centre de santé des femmes, on organise plusieurs événements avec l'équipe, dont une exposition sur l'histoire de l'avortement au Québec, sur l'implication aussi du Centre de santé des femmes de Montréal. Cette exposition-là va avoir lieu à l'automne 2026. Donc, on vous invite vraiment à rester à l'affût. Oui, à travers les réseaux sociaux du club, Ouais. mais également du Centre de santé des femmes de Montréal. Et on a vraiment la chance, en fait, de pouvoir avoir creusé le sujet de l'avortement. On va même en faire 2 épisodes. Donc, ce premier épisode porte sur l'histoire du droit de l'avortement au Québec spécifiquement. Et dans notre autre épisode qui va sortir le mois prochain, on va pouvoir vous parler un petit peu plus de l'accès à l'avortement concrètement aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on les a vraiment pensés comme un genre de diptyque, en fait, et c'est vraiment super intéressant de voir comment le présent et le passé se répondent d'une façon hyper intéressante, Oui, vraiment c'est un pertinente. dialogue encore très, très, très vivant. Là. Vraiment. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par le Centre de santé des femmes de Montréal. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Morag et moi, on est très, très emballés Oh oui. de vous avoir. Super contente d'avoir des jeunes devant moi, là. Vraiment. Quelque chose de rassurant ici. Oui, la relève, ça en Oui. prend. Ah oui, c'est vrai qu'on est la Vraiment. relève. Ouais. Mais vous êtes la relève, On va oui. le prendre. Mhm. À nous Oui, seuls, non? Tout à fait. Ça en prend beaucoup. Oh oui, ça prend plus que nous. Alors, je commence par vous présenter brièvement avant qu'on se lance. Marie-Laurence, tu es doctorante en histoire à l'Université Laval, donc tu es venue de Québec spécialement pour nous voir aujourd'hui. Tu t'intéresses au mouvement d'autosanté féministe au Québec dans les années 70 et 80. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle Braver l'interdit, histoire féministe de l'avortement au Québec, 1969 à 1988, qui est paru à l'automne 2025 aux éditions Remue-Ménage, qui est une adaptation de ton mémoire de maîtrise. Puis j'invite vraiment les gens à découvrir ce livre-là. Merci. Vraiment. Oui. Oui, vraiment beaucoup d'informations. Puis d'ailleurs, Lise et toi, vous vous connaissez parce que vous vous êtes parlé, si je comprends bien, dans le cadre de ta maîtrise. Dans le cadre de ma thèse. De ta en fait. thèse. Oui. Donc, Mais j'ai lu le ton prochain. livre. Oui. Oui, donc 2 vieilles copines qui se retrouvent à notre micro. Et Lise Gratton, est-ce que je vous tutoie ou je vous... Oui, ben oui. OK, bon, mais on se lance. Alors, tu as été militante syndicale, tu as pris part aux revendications affectant les femmes comme le congé de maternité, la création des garderies, l'équité salariale et le droit à l'avortement, évidemment. En 1986, tu as participé activement à la création de la Coalition québécoise pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Et à la fin des années 80, tu travaillais au Centre de santé des femmes de Montréal au moment où l'affaire Chantal Daigle a éclaté. On va évidemment revenir sur ce moment de ta vie. Et donc, c'est ça, tu as fait partie du commando féministe Femmes plus jamais criminelles. Et tu étais vraiment dans la voiture avec Chantal Daigle en direction de Boston pour son avortement. Le simple fait de le dire, en fait, j'ai senti un frisson là, me traverser le corps. Et ça, ce n'est qu'une très petite partie de ton CV, bien évidemment, parce que tu as un parcours militant absolument phénoménal. Et on est vraiment, vraiment honorés de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Ben moi, je suis vraiment contente que 2 jeunes féministes, soient là, bien vivantes et mon Dieu, engagées. Je vous sens engagée, là, vraiment. On est très Moi, ça me engagés. fait du bien Très d'être en inspirée contact. aussi. Oui, oui, Ouais. vraiment, avec ces jeunes Ah. féministes-là, tout à fait. Écoutez, pour commencer, donc c'est sûr que là, l'histoire, ça nous intéresse aujourd'hui. Puis si on avait en fait à tracer une ligne du temps de l'histoire de l'avortement avec un grand A au Québec, ce serait quoi les moments clés selon vous? Moi, j'ai fait mes devoirs, hein. Oui, ben oui, c'est Alors, ça. alors, pas les faits. oui, c'est ça, je l'ai fait brièvement, parce qu'on va revenir hein, sur ces époques-là, éventuellement, dans les questions. Tout d'abord, en 1869, criminalisation de l'avortement, qui n'a pas vraiment été retenue par les féministes à l'époque, qui était vraiment... Leur priorité, c'était le vote des femmes, les suffragettes et tout, là, tu sais, c'était même dans plusieurs pays. Alors, ça a été assez terrible, criminalisation de l'avortement, et ça pouvait être la prison presque à vie pour le médecin si vraiment il avait été, il l'avait Il y avait... découvert. Oui, c'est ça. Et en 1892, c'est rajouté à ça, il faut le faire, l'interdiction de se contracepter. Interdiction d'avoir recours à la contraception. Pour éviter une grossesse non désirée. Là, Oui, oui, tout à fait. Alors, On là, disait qu'il ne fallait pas empêcher la famille. il Hein, ne fallait c'était pas ça, empêcher je la crois. famille. Alors, tu avais vraiment une alliance avec l'État et qui voulait des bébés. des bébés, puis l'Église qui voulait des fidèles. Alors, à l'époque, les couples, ça avait été écrit en quelque part, les couples étaient formés de 3 personnes, le mari, la femme et le curé. Parce que quand elle allait te confesser, si tu n'avais pas eu d'enfant pendant 2 ans, ben, tu pouvais ne pas avoir l'absolution. Il y a des femmes qui ont vécu ça. Oui, donc la Donc, pression on de est... se reproduire était hyper forte. Là. Tout à fait, une grosse pression. Ma grand-mère a été enceinte 18 fois. Elle en a perdu 12. Elle a eu 6 enfants, dont mon père et 5 sœurs. Et 5 filles. Mais à l'époque, 22, 23, 24 enfants, c'était pas rare, là. Ça a duré quand même un certain temps. Là, ça, c'était des années fin 19e, début 20e. Tu sais, ça fait pas si longtemps, là, quand tu Moi, je penses à pense ça. vraiment aux filles de Caleb, en fait. Pendant que Oui. vous parlez, Ouais. on le voit quand même. Bon, là, c'est une référence populaire, Mais moi aussi, je l'avais c'est en toi tête. aussi. Ah ouais? C'est ça, on sent vraiment là, cette pression-là, vraiment. Oui. Puis peu importe la santé des femmes, en fait, on Ah, dirait peu qu'on s'en importe. foutait bien là, tu sais, que... Ça prévalait avant Ouais. tout de se Oui. reproduire, tu sais, pour le meilleur Ouais. et pour le Ouais, pire, un ouais, peu, on dirait que je ouais, le sens ouais, comme ouais. ça. Là. Alors, moi, je me suis marqué un petit truc ici, servante écarlate. Oui. Vraiment. Tu Ouais. étais tout à fait dans ça. La Ouais, société ouais. patriarcale, c'est exactement ça aussi. Je vais enchaîner. 1969, comme deuxième date, c'est le Bill Omnibus de Pierre Elliott Trudeau qui décriminalise l'avortement, mais avec des restrictions extrêmement importantes. Les avortements devaient se faire dans les hôpitaux avec l'accord de 3 médecins qui excluaient le médecin traitant, même s'il était d'accord avec la demande de la dame de se faire avorter, et uniquement si la santé ou la vie de la femme était en danger. Alors, on est vraiment loin de la demande, qui était une des revendications Ouais, le du choix mouvement pur, féministe. en fait, ouais. Il y a eu décriminalisation, par contre, de la contraception. Et sur l'homosexualité aussi. Ouais. Donc, Grosse année, 89. 1969, on est en 69, 1969, ouais. mais le fait qu'il y ait tant de restrictions, ça l'a, pour les féministes, surtout au Québec, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas dans le Canada anglais, mais surtout au Québec, elles étaient outragées, le mot est faible. Ça l'a parti vraiment, ça l'a enclenché la deuxième vague féministe. La première était le vote. Ça l'a enclenché vraiment la bataille pour le droit à l'avortement libre et gratuit. On va aller dans le détail un peu plus loin, mais en 1988, il y a eu l'arrêt Morgan Taylor. Donc, je me souviens plus de son prénom, je l'ai su longtemps. Henry Morgan Taylor, c'est ça. Hein? Alors, qui, après, mon Dieu, avoir passé 5, 6 années continuellement poursuivi par les anti-choix,
anti-avortement, où il a été acquitté 2 ou 3 fois, hein, Il est c'est allé en ça? prison, je pense Oui, aussi, Oui. hein? oui, absolument. Presque 1 an, c'est pas 1 an et demi, vraiment. Alors, l'arrêt Morgan Taylor en 88 en Cour suprême a fait en sorte que l'avortement n'était plus considéré comme criminel, parce que la femme n'était pas respectée, sa sécurité n'était pas respectée. Ça portait atteinte à son intégrité physique et émotionnelle. C'est ça, on avait fait un bon bout, là, quand même. Hem Et l'intérêt de la mère l'emportait finalement, sur celui du fœtus. Alors, l'avortement, traduction, c'est un acte médical, non plus un acte criminel. Donc ça appartient aux provinces et la lutte pour l'accessibilité et la gratuité de l'avortement, là, c'est que les filles étaient sur les capes de roue. Vraiment, les féministes, là, et je vais revenir un peu plus loin à un moment donné sur le détail de qui était vraiment impliqué dans Ben la oui. lutte. Ouais. Et en 89, l'affaire Chantal Daigle, Tremblay. Là, ça a été un gain, mais qui n'est pas non plus acquis. Il n'y a rien d'acquis dans tout ça, là. Le fœtus n'est pas reconnu comme n'ayant pas de statut juridique, ni les droits du fœtus, ni celui du père putatif n'ont de droit pour empêcher une femme de se faire avorter. Alors, c'est essentiellement ça, les 4 Ouais. là, Les dates. grands moments, Oui, là, ouais. c'est ça. Par rapport à l'affaire Chantal Daigle, il y a une série hein, québécoise qui est Oui. sortie comme 1 an ou 2 peut-être, ouais, qui explique quand même assez bien. Là, on a accès vraiment Mhm. à tout le déroulement. Donc, si les gens sont intéressés à en apprendre un petit peu plus, bon, évidemment, il y a plein de moyens, mais la série est peut-être un Mhm. moyen Accessible. accessible. Oui, puis ça Exact. se voulait populaire, je pense en tout cas que ça se voulait accessible, basé sur un fait vécu, c'est sûr. Ils ont romancé un peu, Mhm. comme Chantal n'a jamais douté de son avocat, puis là, elle y tient, elle l'a rectifié à un moment donné, je pense. Mhm. Dans la série, ben, c'est mentionné qu'elle en a douté, ce qui n'est pas le cas. Et puis, on n'a jamais mangé de chinois pendant que Chantal était en contraction. Ça, je tiens à le mentionner. Parce que vous êtes un personnage dans la Oui, série, je il faut suis le accompagnée dire quand même. Chantal. Oui. Alors, dans les épisodes, ça mange du chinois pendant que ma pauvre Chantal était en contraction. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a jamais mangé de chinois. Voilà, c'est Jamais. dit. C'est ça. J'aurais envie de rebondir Ben, un je t'en peu, prie. oui, Ouais. parce que j'ajouterais quelques dates dans ce portrait-là. En fait, ben, j'irais peut-être un petit peu plus en précision sur les procès de Morgenthaler, justement, qui ont quand même tu sais, beaucoup marqué la lutte pour le droit à l'avortement. Puis, c'est ça, Morgenthaler a été acquitté 3 fois par un jury au Québec. Donc, son premier procès s'ouvre en 73. Puis, il faut attendre 76 pour que le gouvernement cesse les poursuites contre Morgenthaler. Puis 76, j'aurais envie de le mettre comme une date aussi importante parce que ça vient quand même changer beaucoup de choses dans l'accès à l'avortement au Québec. À partir de là, le gouvernement québécois va décréter que la loi fédérale est inapplicable au Québec à cause des acquittements successifs de Morgenthaler. Et donc, il y a comme un flou juridique qui se crée à ce moment-là, qui va permettre, entre autres, au Centre de santé des femmes de développer des pratiques d'avortement qui sont techniquement encore illégales au sens du Code criminel canadien, mais qui sont tout à fait tolérées par l'État. Puis même, la RAMQ va se mettre à rembourser les avortements faits dans les CLSC, dans les centres de santé des femmes. Donc, il y a comme toute une autre faille qui s'ouvre là avec 76. Puis je trouve aussi que 76, c'est intéressant pour la réorganisation du mouvement féministe qu'il y a après ça. Il va y avoir en 77 le manifeste Nous aurons les enfants que nous voulons qui va être publié, qui va mener à la création de la Coordination nationale pour le droit à pour l'avortement libre et gratuit, qui va éventuellement, et éventuellement, on va avoir la Coalition québécoise pour le droit à l'avortement libre et gratuit. Mais donc, il y a comme tout un mouvement de décentralisation, je pense, à partir de 76 qui vient sortir la lutte de Montréal
puis qui explose un peu partout au Québec. Puis je pense que ça aussi, c'est au niveau en tout cas, de l'organisation féministe, des mouvements féministes, je pense que 76 est une date intéressante à retenir. Peux-tu nous rappeler c'est qui Oui. Morgane Dallaire? Je me dis, il y a peut-être des gens qui entendent ce nom-là et qui se disent, mais de qui on parle? Ben oui, absolument. Morgane Dallaire, donc, c'est un médecin montréalais qui avait une clinique privée, en fait, à Montréal et qui a pratiqué des avortements légalement dans sa clinique privée. Donc, tantôt, on a dit la réforme de 69 là, permettait l'avortement dans un contexte très restreint, hein, donc dans les hôpitaux accrédités, qui étaient les hôpitaux accrédités, les avortements devaient être approuvés par un comité de médecins et tout ça. Donc, Morgane Dallaire, en faisant des avortements dans sa clinique, à la demande des femmes, sans comité d'avortement thérapeutique, faisait des avortements illégaux. Et donc, ça va être un important collaborateur. On pourra peut-être en reparler, mais il y a des réseaux féministes qui se mettent en place et qui vont diriger les femmes, qui vont créer des services de référence pour diriger les femmes vers la clinique de Morgane Dallaire et d'autres médecins à Montréal là, qui pratiquent dans les mêmes conditions. Mais donc, voilà, donc, Morgane Dallaire est un collaborateur important des réseaux féministes et en fait, il va déclencher la bataille juridique là, de l'avortement. Il va avouer avoir fait des avortements, fait plus de 5000 avortements dans sa clinique privée. Il va faire un avortement pour les caméras de télévision. Donc, il veut se faire poursuivre là, au début des années 70. Hein, oui, il c'est veut ça. brasser les choses. Ah oui, Il a absolument. avoué, je ne vais pas dire Ben, avoué, lui, il n'avouait pas. Il déclarait. Il c'est déclarait ça, qu'il oui. avait déjà fait 5000 avortements, Oui, qu'il avait oui. commencé en 68, même avant. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Fait que vraiment, le but, Même avant la c'était... décriminalisation. Oui. Ouais. Je trouve ça tellement important qu'est-ce que vous dites. Puis, tu sais, j'ai l'impression que quand on l'entend, qu'on parle de décriminalisation, You got this. c'est ça, exact, Scrabble. Il y a... Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un mot qu'on n'est pas... je trouve qu'on n'absorbe pas nécessairement la lourdeur de ce que ça veut dire. J'ai l'impression que quand on parle de droit ou d'accès à l'avortement, on a l'impression qu'avant, ben, les services n'existaient pas. Puis à un moment donné, on a dit, ben, c'est possible de les faire. Mais tu sais, c'est pas que ça, comme vous dites, là. Autant les personnes qui effectuaient les avortements que ceux qui demandaient les services, ben, celles surtout qui demandaient les services, risquaient là, des choses, là, risquaient la prison, risquaient des conséquences. Puis c'est important, je pense, de le mentionner, puis que les gens à la maison le comprennent, là, tu sais, là, qu'on se battait pour ne pas être en prison pour avoir donné un soin. Là, tu sais. C'est vraiment une désobéissance civile, mais c'est en même temps une démonstration comme quoi une femme est prête à tout à un moment donné, quitte à risquer sa vie. Et puis c'était vraiment le cas à l'époque. Là, tu sais, c'est pas mon Dieu, comment un souvenir abstrait comme ça, les broches à tricoter et tout, ça existait vraiment. Oui. Ça existait vraiment. Mais c'est vrai que moi, la phrase qu'on entend parfois, c'est on peut pas empêcher les avortements de se faire. On peut juste empêcher les avortements sécuritaires de se faire. Tu sais, il y a nulle part... ou même chose avec plein d'autres affaires, comme on peut pas empêcher l'homosexualité. On peut juste empêcher d'être homosexuel et d'être en sécurité tout en l'étant, tu sais. Puis au niveau des... il y a un truc là, que je trouve vraiment intéressant. En 82, justement, c'était vraiment un groupe de lesbiennes, particulièrement à Montréal, probablement à Québec aussi, là, j'ai pas les noms, et une médecin puis une travailleuse sociale, qui était probablement proche du centre de santé des femmes aussi, qui ont dit, on va mettre le gouvernement, je te parle du Québec, au pied du mur, on va faire les avortements. On va les faire. Et on va demander au conseil d'administration, on va demander aux infirmières professionnelles qui travaillent dans certains CLSC de faire voter à leur conseil d'administration de CLSC un budget pour que les avortements puissent se faire au conseil du statut de la femme, pas au conseil, au centre de santé des femmes de Montréal, parce qu'elles avaient le personnel, mais pas l'argent pour le faire. C'était en 82. Alors, ça a été décriminalisé en 88, là, hein, on s'entend. Alors, c'était vraiment, c'était illégal, c'était purement de la désobéissance civile, mais tu avais des médecins qui étaient d'accord aussi à s'impliquer dedans, puis il y avait la Fédération des CLSC déjà qui s'était prononcée pour justement que ce soit gratuit, accessible et tout. Alors, c'est comme ça. Ça fait partie, tu veux, du militantisme, du front, vraiment, que ces femmes-là décidées avaient de faire en sorte qu'on passe à l'acte et on donne les services.
parlais des femmes lesbiennes. Il y a quelques années maintenant, on a fait un épisode sur l'histoire des lesbiennes, en fait, à Montréal, avec Manon Massé et Eugénie Lépine-Blondeau. Manon Massé aussi qui était venue de Québec, spécialement pour ça, donc il y a quelque chose dans l'air. Et elle nous avait parlé justement du fait que beaucoup de femmes lesbiennes avaient été très, très, très impliquées dans la lutte pour le droit à l'avortement, puis qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, mais que leur implication est vraiment fondamentale. Ben, ça se parlait pas. C'est parce que je pense pas que ça a été volontaire de le faire. Mais pourtant, c'était vraiment important parce que, écoute, elles sont à l'initiative des éditions Remue Ménage, Tête de pioche. Tête de pioche, c'était une revue, La vie en rose aussi, dans les années 80, et j'en passe. Vraiment, et au niveau culturel, ça, je trouve ça intéressant quand même. Parce que le mouvement féministe, à l'époque aussi, présentait des pièces. Les filles ont soif. Tu avais, mon Dieu, il y en a une autre à peu près dans le même temps, là. C'était Maman peut pas travailler à trop d'ouvrages. Oui, il y avait C'est pas ça. Puis il y en exactement ça avait le un titre, là, autre mais aussi. je vais l'écrire dans les références de l'épisode. Comptez sur moi. La liste de lecture va être Ouais, présente. Alors, exact. il y avait beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup. Il y avait des pièces qui se présentaient dans les cours d'école. Moi, j'ai amené mes 2 filles dans comment communiquer non violemment entre enfants par rapport à une histoire, c'était tout simple. Il y avait du théâtre de rue aussi. J'ai amené les enfants, c'est gratuit en plus, il n'y avait pas une scène. Alors, puis en même temps, ça parlait d'éducation populaire, Oui, en fait. ouais. C'est carrément ça. Ouais. Hein. Alors, le comité de lutte pour le droit à l'avortement aussi, ça a été à l'initiative de ces femmes-là. Il y a eu plusieurs crises économiques. Il y en a eu en 70, il y en a eu une en 80. On en vit une, là, terrible, là. Et par rapport à ces moments historiques là, dans l'histoire du Québec et partout ailleurs, face à des moments comme ça qui durent assez longtemps, tu vas avoir vraiment un vent de droite qui souffle. Et on le vit en ce moment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Pendant que ces filles-là luttaient pour le droit à l'avortement libre et gratuit et accessible, il y avait aussi ce vent de la droite en pleine face, parce qu'il y avait, il ne faut pas l'oublier, l'influence de l'Église encore qui existait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si vous avez peut-être pas subi déjà ça. Moi, je fais partie, là, que si tu veux, de parents qui ont vraiment vécu ça. Et j'avais 7, 8, 9, 10 ans quand c'était encore très présent. Je suis née en 47. Le refus global, c'est en 48 que c'est sorti. Alors, ça s'en va pas tout d'un coup. La nationalisation des écoles et des hôpitaux, ça s'est fait dans les années fin 60, début 70. Alors, tout ça, c'était tenu par des religieux, des religieuses à l'époque, là, beaucoup. Alors, c'était dans tous les pans de la société. L'influence de l'Église, tu sais, tu avais un bateau qui venait d'être construit, ben, tu avais le curé qui venait pour le bénir. Tout était matière à caler, un évêque à venir, mais vraiment, dans tout. Quand je dis que le couple était formé de 3 personnes, là, c'est ça que ça veut c'est dire. vraiment Et ça fait ça, pas là. si longtemps. Je pense que ça vaut la peine de dire aussi, ça allait pas de soi l'avortement dans les années 70, puis même au sein de la gauche québécoise, les témoignages des militantes que j'ai rencontrées montraient que finalement, ben, c'était pas si accepté que ça par leurs collègues militants masculins qui avaient des réticences de ce côté-là aussi. Fait que c'était vraiment, tu sais, quand vous dites, c'est des femmes, ben, et vous aussi, vous avez lutté, hein, vous étiez tellement à contre-courant, je pense, de autant la gauche que le mouvement nationaliste, que l'Église. Donc, il y avait comme tout ça, et vraiment, les militantes de ces années-là sont allées à champ gauche. Courant, oui, de leurs propres camarades, je te dirais. Où c'était pas pris si sérieusement que ça, comprends-tu? Ah non, Puis on était des pas la militants. Moi, j'étais priorité dans un des groupe luttes, de un peu? gauche à l'époque OK, aussi, c'est là. ça. Alors, ça allait pas de soi, nécessairement. Tu sais, il y avait... et c'était beaucoup plus, dans le groupe que j'appartenais, c'était beaucoup plus contre l'article 251-52 qui criminalisait l'avortement. C'était plus, bon, cette bataille pan-canadienne qui pouvait relier. Mais relier à la condition des femmes comme telle, vraiment souligner, non.
féministes, je vais dire, il y avait certains camarades qui avaient peur que j'embarque vraiment dans cette avant-garde. On appelait ça les avant-gardes à l'époque, là, le groupe des Noirs et tout aux États-Unis, puis les féministes américaines qui étaient très actives aussi à l'époque. J'avais peur un peu que je m'enligne là-dessus, puis lâcher l'organisation dans laquelle j'étais, là. Alors, mais j'avais plus de moyens non plus de prendre. J'étais pas rendue là encore. Tu sais, de dire oui, je vous laisse, puis je m'en vais là. Tu sais, si c'était à refaire, mais tu peux pas refaire le temps. Alors, On dirait que j'aperçois une lutte où est-ce qu'il y avait beaucoup de fronts à défendre Ouais. de manière différente. Puis vous l'avez nommé un petit peu en termes des groupes qui étaient impliqués. On a parlé de femmes féministes, on a parlé de femmes queer, on a parlé de certaines personnes du corps médical aussi qui croyaient en ça. Est-ce qu'il y avait d'autres groupes qui se battaient aussi pour l'avortement? Ou j'ai l'impression qu'on est comme les Gaulois contre les Romains un peu là. Mouvement étudiant des années Mouvement 80. étudiant, Mouvement ok. étudiant, en 70, je sais pas, là, c'est toi qui vas... Dans les années... j'aurais envie de répondre à cette question-là. Tu sais, disons qu'il y a peut-être deux tendances du féminisme qui mènent cette lutte pour l'avortement-là en même temps. Tu sais, puis ça a été on l'a un peu effleuré, mais justement, le féminisme radical, hein, qui était justement, le comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit. En fait, si on remonte, là, même, ça serait le Montreal Liberation Movement, suivi de la création du Front de libération des femmes du Québec, le FLFQ, Centre des femmes de Montréal, le comité de lutte. Donc, cette mouvance-là qui était plus, justement, radicale, très près des mouvements américains, justement, et dans cette déconstruction des oppressions patriarcales en liant tout ça à l'avortement. Puis d'un autre côté, je pense qu'il y a d'autres organisations qui ont mené la lutte peut-être plus politique, traditionnelle, classique, là, si on veut. Je pense à la FQPN, la Fédération québécoise pour le planning des naissances. Qui est encore très Qui active est aujourd'hui. Oui, c'est Ouais. ça, absolument. Là-dessus, il y a justement l'Association canadienne pour Là-dedans. l'abrogation des lois, donc qui était pan-canadien, qui luttait. J'en oublie certains. Le comité de défense de Morgan Taylor, donc qui justement était plutôt autour là, des procès de Morgan Taylor. Fait qu'il y a comme ces deux mouvances-là. C'est pas un seul, c'est pas un village gaulois, là, c'est pas un seul groupe. C'est plusieurs, en fait. C'est plusieurs qui menaient différents pans de la lutte. Puis je pense que c'est ce qui a fait que ça a fonctionné aussi. Ça a mené au succès. Là. Ouais. C'est un écosystème, en Exact. fait, avec beaucoup Exact. de ramifications. Oui, par le mouvement syndical aussi, Oui, beaucoup, au absolument. niveau politique. Oui. C'était perçu... ça pouvait être perçu comme les féministes radicales sont des anti-hommes. Ça a été assez longtemps quand même perçu comme ça. Encore aujourd'hui, hein, il y a Ouais. beaucoup de gens qui disent qu'être féministe, c'est être anti-homme. Là. Mais pour les nouvelles militantes, c'était comme questionnant. Puis après ça, tu disais non, c'est pas ça, ça va plus loin que ça, mais l'analyse, l'argumentation, l'élaboration. Tu sais, moi, je suis dans les années 80. Ces femmes-là étaient très politiques en 70. Faut le faire, là. Je veux dire, sur la société patriarcale. J'avais jamais entendu parler de ça. Moi, c'est quoi ça? Et que c'est pas nécessairement simple, sinon, j'ai ma petite phrase, je l'ai écrit, là. Mais je veux dire, c'était pas évident. Et il y avait peu de monde, 20, 23, 24 peut-être qui étaient d'accord avec le libre choix, le droit à l'avortement. Mais mis dans un contexte d'une société patriarcale, ça, c'était pas là nécessairement. Dans le mouvement syndical, c'était pas là. C'était pas là du tout. Puis vous parlez de toutes ces ramifications-là, tous ces groupes-là. C'était quoi les défis que tout le monde se mette ensemble? Est-ce que c'était des groupes qui allaient dans le même sens ou au contraire, c'était plus... Ça se tirait la couverture. Ouais, ça ressemblait à quoi? Moi, ce que sérieusement, je me suis dit, qu'est-ce qu'elles veulent dire par là, défi? Alors, je me suis alignée sur ce que je voyais comme défi à l'époque, que j'ai vécu aussi pour la construction de la coalition avec d'autres, c'est créer des alliances. C'était un méchant défi selon moi, de créer des alliances de différents milieux, là, tu sais, mouvement féministe, mouvement syndical,
mouvement. La NEC était vraiment l'association des étudiants. Là, et elle avait de la gauche là-dedans. La gauche était en forme. Oui. Alors, créer des alliances, se regrouper, informer la population aussi sur tout ça. Revendiquer, mobiliser le lobbying. Il y avait Féministes d'État aussi, hein, le lobbying. Donc, les défis et comment ils ont procédé. Bien, moi, c'est ça. J'ai écrit, entre autres, au niveau culturel, beaucoup, ça a joué. Aller voir des pièces. On est en 76 chansons d'Ariane, grosse comme ça. Puis j'avais été voir la pièce. Puis elle avait ouvert son comment est-ce qu'on appelle costume, ça? un peu, Non, ou? pas un costume, une robe de chambre. Mm. Elle dit, c'est ça le corps d'une femme qui a eu 2 enfants jumelles. Puis elle l'a refermé, puis ça riait dans la salle. Puis elle a continué presque en pleurant. Alors, il y avait beaucoup de pièces comme ça, hasardeuses, audacieuses, vraiment. Alors, Oui, c'est intéressant que vous nommiez l'art. Tu sais, des fois, on oui, le c'est dit. important parce que ça a eu de l'importance. C'est beaucoup, beaucoup comme ça au niveau du mouvement féministe. Tu peux peut-être élaborer aussi là-dessus, mais des pièces, des livres. Mhm. Ben, on est vraiment, tu sais, dans les années 70, 80, on est vraiment dans le boom de développement du mouvement d'éducation populaire autonome, finalement, puis des groupes communautaires, des services communautaires, de l'intervention féministe, puis le théâtre a joué un rôle super intéressant de mobilisation, de diffusion, à la fois dans les groupes d'éducation populaire autonome, dans les services féministes. On parlait de centres de femmes avant le début de l'enregistrement, mais justement, c'est ça, les centres de femmes se sont emparés de ces méthodes-là pour faire sens du vécu des femmes, puis pouvoir transmettre ça, pouvoir collectiviser ça, puis transmettre ça avec un récit, finalement en faire quelque chose qui est intelligible là, pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. En tant accessible, en fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis c'est pas un hasard, tu sais, les éditions du Remue-Ménage, le théâtre des cuisines, La Exact. vie en rose, ça s'est développé. En fait, c'était très lié, hein, il interagissait au sein de l'intergroupe, là. Donc, c'est comme une tendance. Puis tu avais la littérature aussi, Ben oui. féministe américaine. Absolument. Tu te Ah, souviens, ben la oui. traduction. Je me souviens plus des titres, par exemple, mais il y en a qui ont fait fureur. Puis je vois ma mère, j'ai 18, 19 ans, 20 ans peut-être, là, même pas là, comprends-tu? Puis qui parlait de, je sais pas quelle féministe américaine. Betty Friedan, Oui, peut-être. je pense Oui. que c'est ça. Puis ma mère qui est dans le salon, Oui. puis qui dit, mais elle parle de moi, elle parle de Oui. moi, elle parle de moi. Oui. On restait à Montréal-Nord. T'es pas banlieue, mais pas loin à l'époque. T'es dans les années 60, mi-60. Mais donc, tu- de passer des messages où les gens peuvent se reconnaître Ben un peu. oui, tu sais, versus c'est ça, ça. c'est un gros discours politique auquel je sens que c'est peut-être, ça me concerne pas, ou c'est trop élevé, ou c'est trop Ouais. littéraire, là, peut-être. Là, tu sais. De mettre la femme au foyer, finalement, les ménagères au cœur de tout ce discours-là, de cette production-là, c'est des femmes qui étaient vraiment dans l'espace domestique. Puis là, on leur donnait une importance, finalement, en les mettant au cœur de ces productions culturelles-là, puis en disant, ben votre vécu, en fait, c'est important et ça mérite d'être raconté. Fait qu'il y a toute cette valorisation-là aussi qui vient avec ce discours-là. Et vous n'êtes pas seul Oui, aussi, c'est tu sais, ça. parce que Ouais. depuis tout à l'heure, tu sais, vous parlez de rendre accessible, de diffuser et tout, tu sais, ça peut paraître un commentaire un petit peu niaiseux, mais on est quand même avant Internet, en fait. Oui. Oui, Ben oui, oui. c'est que nous, on a un Mon petit Dieu, peu, oui. on a un peu tendance à on tient totalement pour acquis le fait qu'on va avoir des emails puis des groupes Facebook puis qu'on va recevoir des trucs. Mais là, on est quand même dans une époque où il n'y a pas ces moyens de Non, diffusion-là. il faut créer tes alliances. C'est Tes ça. numéros de téléphone, tes petites fiches. La coalition, Ouais. écoute, c'était des fiches. J'ai ma petite boîte, puis j'avais toutes mes fiches là-dessus. Là. Ben, j'ai une anecdote intéressante là-dessus. C'est Louise Desmarais qui me racontait ça quand elle était au Conseil du statut de la femme. Elle profitait des envois gouvernementaux à des groupes de femmes pour passer des messages du comité de lutte, du Centre des femmes et tout ça. Wow. Puis ben, je me permets de le raconter parce qu'elle m'avait autorisé à l'écrire dans le livre. bon, là, ok. donc, C'est bon. mais c'est pour dire, tu sais, justement,
fallait prendre en compte à l'époque le coût d'envoyer des choses par la poste Oui. pour des groupes qui n'ont pas de moyens, qui ne sont pas financés par l'État nécessairement. Donc, c'est ça, de justement bâtir des alliances, avoir des alliances avec des féministes dans les instances gouvernementales qui bénéficiaient de d'autres moyens. Vous parliez de la CSN Mouvement tantôt. syndical, Ben oui, Mhm. le Centre de santé des femmes de Québec a été créé en partenariat avec des syndicats, dont la CSN. En fait, les bureaux du Centre de santé des femmes de Québec étaient dans les bureaux de la OK. CSN à Québec. Et le but de ça, c'était, entre autres, d'avoir une certaine protection s'il y avait des descentes de police ou des mouvements, des individus anti-choix qui débarquaient. Fait qu'il y a tout ça aussi. En tout cas, je rajoute sur l'aspect créer des alliances. Là, je pense qu'il y a tout ça Et qui toute joue. la mobilisation, toujours dans le contexte où le réseau Internet n'existait pas, la FTQ avait permis à Lise Moisan, qui travaillait à un moment donné sur un contrat avec la FTQ, qui avait dit, je pense qu'elle avait fait la demande, tout simplement. Elle avait des étudiants qu'elle devait rencontrer, une grande salle avec des ordinateurs et tout. Et puis la FTQ lui avait dit, il y avait le Chantal Daigle, là. Alors, on préparait la mobilisation de la manifestation du 27 juillet 89. Alors, la FTQ avait dit, utilisez tout ça. Puis, il y avait, je pense, 50 ordinateurs là-dedans. Donc, il suffisait juste de rentrer du monde. Puis, fait que c'était comme ça. Ça a été pas des bénédictions, mais je veux dire, ça facilite énormément, comprends-tu? Parce qu'à C'était défaut de sous. inespéré un petit Ouais. peu, Ben oui, là, tu sais. oui. Oui, si les centrales syndicales n'avaient pas été là, ça n'aurait pas été si facile que ça d'organiser autant la mobilisation pan-québécoise, là, tu sais, vraiment, là. Parce que ces choses-là, tu n'as pas annoncé nécessairement à la télévision puis à la Non, radio, là. ni dans des stories, là, tu sais, Non, sur, c'est ça. sur Instagram. C'est ça. C'est pas la même game, là. Je Non. prends la balle au bon. Vous avez parlé de Chantal Daigle. Ouais. Chantal avec un E. Oui, elle insiste, oui, Oui. beaucoup. Marie-Laurence, tu peux peut-être nous rappeler un petit peu c'est qui Chantal Daigle, pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui. Puis ensuite, Lise, évidemment, on va vous donner la parole parce que vous étiez vraiment aux premières loges de cette histoire-là, puis on a vraiment envie de vous entendre. Donc, Oui, ben, c'est ça, je reviendrai peut-être. Juste pour rappel, en fait, l'avortement est décriminalisé donc avec l'arrêt Morgan Taylor contre la reine en 88. En 89, Chantal Daigle est enceinte de son conjoint violent. Elle veut avorter et son conjoint décide d'aller chercher une injonction qui l'empêche finalement d'obtenir l'intervention. Et donc, il y a un juge qui donne cette injonction. Et donc, Chantal Daigle se retrouve à être la seule femme au Canada à ne pas pouvoir avorter à ce moment-là. Et donc, elle va aller en appel et son dossier va poursuivre comme ça, mais on comprend que l'avortement, c'est time sensitive, en bon mon Dieu, français. ben oui, je veux dire, tu peux pas attendre 3 ans là, avant d'avoir Ben la non, décision c'est là, ça. pour des raisons évidentes. Il faut que ça se passe là. En plus, la cour d'appel pouvait pas se rencontrer. C'était pendant l'été. En tout cas, il y avait des délais qui venaient avec le moment aussi. Et donc, finalement, malgré l'injonction de la cour, Chantal Daigle va aller avorter aux États-Unis et par après, elle va gagner quand même sa cause. Donc, l'arrêt Tremblay contre Daigle est assez important là, dans la jurisprudence qui protège le droit à l'avortement au Québec. En fait, à partir de ce moment-là, on va dire que le fœtus n'a pas de personnalité juridique. Mais là, je pense que vous avez un regard beaucoup plus de l'intérieur là, que Ben, moi. littéralement. J'avais, en 89, alors moi, je poursuivais la continuité de mon bac à ce moment-là. Ça veut dire que j'avais un congé de l'hôpital Sainte-Justine où je travaillais. Je travaillais sur l'avortement pour les grossesses avancées et moins avancées. Donc, Comme infirmière. Comme infirmière, oui, c'est ça. Mais je vois où on m'informe qu'il y a un programme qui s'appelle Défi, je crois, qui s'adresse aux étudiants. Puis ils peuvent bénéficier d'un travail pendant 4 mois à l'endroit que... Oui, et il y a une demande. Il y avait une demande au Centre de santé des femmes. Alors, comme j'étais étudiante, j'ai pu travailler pendant 4 mois. C'est comme ça que j'ai commencé, je pense, en mai 89. Et là, l'affaire Dodds, je pense que c'est Dodds c'est la jeune femme à Toronto qui est tombée enceinte. Puis ça a été comme toute une histoire. Je pense que c'est le 4 juillet, quelque chose comme que ça a commencé. Et son conjoint l'a empêché de s'avorter. Elle s'est fait avorter quand même.
Mais c'est laissé influencer, je pense, beaucoup par le mouvement de choix par la suite, là. Voilà. Alors, et quelque chose comme 2 semaines plus tard, on apprend que Chantal, enceinte de 17 semaines, là, je ne reviendrai pas sur ce que tu viens de raconter. Et alors, moi, je suis assise dans mon salon, puis je vois durant les nouvelles Chantal Daigle, je la vois, 20-21 ans, enceinte de 17-18 semaines, interviewée par Anne-Marie Dussault. Elle a 21 semaines à ce moment-là, je crois. Puis elle demande à Chantal, est-ce que vous le sentez bouger? J'aurais giflé aller-retour Oh mon Anne-Marie Dieu! Dussault. Ça, vous jugerez si vous regardez ça, là. Ah, on va le garder, certain qu'on va le Et garder. j'étais mais insultée et Chantal de répondre, mais d'un calme olympien, non, elle n'était pas là. Puis point à la ligne, elle élabore pas. Et à chaque fois qu'elle est interviewée dans le documentaire qui a été fait, non pas la série, mais dans le documentaire, on le voit ça. À chaque fois qu'elle est interviewée, c'est clair, net et précis et elle ne tombe pas dans des questions de biais, tu sais, qui essaient de te faire parler sur ta vie émotionnellement et tout. Jamais, jamais, jamais elle est tombée dans ce piège-là. Alors, je me disais, waouh, vraiment, quelle femme! Et comme tu dis, fallait procéder. Bon, moi, j'étais au courant qu'on avait informé Jean Guimond, qui était un médecin qui était très près, qui l'est encore, très près, parce qu'il pratique encore, très près du mouvement pour le droit à l'avortement, les oui gratuits et tout. Il était informé que le Centre de santé des femmes offrait ses services si jamais Chantal en avait besoin. Point à la ligne, parce qu'on ne voulait pas, surtout pas essayer de la poursuivre, de la contacter absolument. Et l'avocat qu'elle avait aussi faisait en sorte de ne pas porter flanc non plus à être approché ni par pro-choix, ni par pro-vie. Là, c'était la façon dont on parlait des choses à l'époque. Et l'injonction de la Cour d'appel, ça c'est la deuxième. Il y a eu la Cour supérieure, c'est ça. Elle est interdite d'avorter. Le juge vient qui dit qui est en accord avec les arguments de la Cour supérieure. Alors non, là c'était épouvantable. Donc, moi, je dis à Ginette, il faut faire quelque chose, ça n'a pas d'allure. Ginette Bastien. Alors, Centre de santé des femmes, donc. Du Centre de santé des femmes, c'est ça aussi, parce qu'il y avait des militantes, c'était pas que des travailleuses, mais il y avait des militantes très actives aussi. Renée Ouimette, Ginette. Donc, par l'intermédiaire des contacts qu'on pouvait avoir, on fait savoir ouvertement, d'une façon publique. On informe Chantal que si elle a besoin d'être accompagnée pour avorter, on est là. Donc, si elle nous appelle, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça avec les femmes qui avaient besoin d'un avortement, il faut que ce soit elle qui appelle. Pas son avocat, pas une de ses amies, elle. Et le téléphone est arrivé et c'est Ginette qui a reçu cet appel-là. De Chantal. De Chantal. J'étais bien occupée. Je me souviens que j'étais assez occupée personnellement là, à d'autres choses là, qui me préoccupaient beaucoup. Puis je sors d'une rencontre et j'arrive face au local FTQ sur lequel tout le monde travaillait, Papineau, juste en bas de Sherbrooke. Puis je vois Ginette assise sur le bord du trottoir à fumer une cigarette. Puis je dis, mon Dieu, t'es bien pâle, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'est tombé dessus? Oui, on se connaissait quand même depuis quelques années. Là. Toujours, c'est la question de l'avortement, beaucoup. Puis là, pas trop, il fallait qu'elle garde ce secret et tout. Elle dit, écoute, elle ne voulait pas rentrer en dedans parce qu'on était toujours on avait toujours peur de se faire, comment on dit donc, se faire enregistrer ou suivre et tout. Alors, dit, écoute, il y a ça qui se produit, Chantal vient de nous appeler. Puis là, je lui ai dit, je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. D'abord, l'avortement à 22 semaines, là, ça faisait partie de mon boulot. Qui est donc un avortement tardif, là, Qui est un préciser. avortement tardif. Et j'épousais, je me dis, quelle fille! Elle a 21 ans, c'est
pas croyable de voir à quel point elle est solide, très encouragée. C'était très encouragée par sa famille aussi, là. Alors, j'ai dit, je veux absolument y aller. Alors, presque, je la vois encore, là, tremblotante, là. Puis elle dit, on s'organise. Puis il fallait qu'on s'organise vite, là. Alors, le soir même ou le lendemain, on se rend compte, on était 4 pattes dans la maison où vivait Ginette. Grande carte géographique et pas de GPS, hein, on n'avait rien de ça. Alors, l'hôpital de Boston, pavillon des femmes, quelle route prendre? Et Marie-Paul Lantier, qui était sage-femme à l'époque, qui pratiquait, venait. Le comité de coordination était comme composé de Marie-Paul et moi pour accompagner Chantal et la mère de Chantal. Et René et Ginette Bastien, qui étaient en contact avec Chantal. Donc, la première fois que j'ai rencontré Chantal, c'est une fois que Chantal et sa mère sont sortis de la maison à Saint-Denis, je crois, du Richelieu, que René conduit la voiture. Là, il y a des pas des policiers, là, mais il y a des journalistes un peu partout autour de cette maison-là qui sont au courant, qui sont là. Quand on dit qu'on était suivis, c'était le cas. Alors, ils ont fait une déviation. Bien, là, je les reconnais vraiment tout à fait, là, elles sont assez intelligentes, là, vraiment. Ils sont sortis par la porte d'en arrière de la maison. Les journalistes de tout en avant sont sortis par la porte d'en arrière et flingue, ils sont partis. Chantal, la mère de Chantal, René et Ginette, pour venir nous rejoindre, Marie-Paul et moi, sur la 10, je ne me souviens plus de la sortie, qui tombait, je pense, sur la 87 pour se rendre à Boston. Il n'y a pas de cellulaire, alors on s'était dit, vers telle heure, on va arriver. Puis on ne voulait pas se faire remarquer non plus. Alors, on est, je pense, pas loin d'un garage ou quelque chose comme, je me souviens plus trop. Puis là, on attend, Marie-Paul et moi, avec une minoune de son père, je pense. C'était une grosse affaire, mais qui était vieille, là. Et là, on voit arriver René et Ginette. Ils n'ont pas le temps de nous expliquer ce qu'elles viennent de vivre parce que ça a été assez éprouvant. Alors, je vois Chantal et je vois la mère, puis on se veut confiante, rassurante et fallait réussir. On n'était que là-dessus. Faut se rendre. Et puis, il ne faut pas se faire remarquer. Donc, on embarque tous les petits bagages qu'elles avaient et on continue. Et on arrive aux douanes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Non? Un peu. On veut Allez, on arrive aux douanes. Puis là, on avait mis comme une serviette de plage, tu sais, derrière. Nous autres, on est Chantal et la mère de Chantal. Aline était assise derrière. J'étais en avant avec Marie-Paul qui conduisait la minoune. Puis moi, j'avais un parapluie juste à mes pieds, au cas qu'il pleuve. Puis il y avait 4 000 $ là-dedans. C'était pour l'avortement. 4 000 $ cash, là. Cash américain, là. Alors, à moitié ouvert, là, tu sais, bon, c'était là. Donc, on arrive aux douanes et le douanier vient nous voir et puis il nous fait sortir, puis il nous fait ouvrir la valise. Alors, moi, j'ai aucune crainte. On sort toutes les deux, Marie-Paul et moi. Puis il y a juste moi qui parle un peu anglais, comprends-tu? Et là, il regarde dans le coffre et puis il dit, je veux cette valise-là. Fait que Marie-Paul, elle sait ce qu'il y a dedans. Moi, je ne sais pas. Fait qu'on ouvre. Puis là, je vois, il y a des gants avec du sang dedans et tout. Fait que là, il dit « inside ». Alors, Marie-Paul m'explique en français qu'elle avait été la veille aider une dame à accoucher, comme sage-femme, et puis que c'était pour ça, puis qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever. Alors, il te croit ou il te croit pas, comprends-tu? Alors, moi, j'essaie d'essayer de traduire c'est quoi sage-femme, puis j'arrive pas à... alors, je dis « wild woman », mais j'ai une femme sauvage. Wild woman! Je leur dis, we are nurse, so she just helped mother to have their baby. Puis là, il dit, vous en allez faire des avortements. Il dit, c'est ça que vous allez faire. Alors moi, je dis, no kidding.
J'ai dit, we are going to our aunt near Boston to. Alors, il me répond en anglais, vous n'avez pas le droit de rentrer ici avec cette valise-là. Fait que là, on a dit, no problem. Fait qu'on est allé, c'était à 100 pieds, à la douane canadienne qui était juste l'autre côté. On est allé porter la valise là et on est revenu, puis ils nous ont laissé partir. Et là, devant nous, en sortant, il y a 2 arcs-en-ciel qui sont là, comprends-tu? Wow! Alors, on s'est dit, on va y arriver, les filles, on va y arriver. Et c'était très détendu je dis très détendu. C'était détendu qu'on peut belle, non, mais c'est une belle relation, Chantal et sa mère, vraiment, c'est la plus jeune et très près de sa mère, et Aline très près de sa fille aussi. Et puis, tu sais, c'est très décidée en même temps, puis très résiliente déjà, puis j'en croyais pas, là, 20, 21 ans. Alors, pas... En même temps, elle nous laissait, tu sais, vraiment... comme on faisait attention pour pas aller trop vite, pour pas se faire repérer, tu sais, parce qu'aux États-Unis, ça peut tourner mal en peu de temps. Alors, finalement, on arrive à Boston. Ça a été un peu difficile de trouver l'hôpital. Mon Dieu, c'est ça, pas de GPS, c'est pas évident. Le Roseville, Boston quand même. On finit par y arriver et puis j'arrive, je rentre, quelqu'un est censé m'attendre. Je passe un bon 10 minutes au coin, intersection dans les corridors et puis finalement, je dois avoir... Fait qu'encore là, elle est dans l'auto, elle est dans la on voiture. s'attend à telle place, telle heure Oui. environ. Oui, à l'hôpital. Et puis, je devais avoir plein de points d'interrogation dans les yeux. Puis, il y a une dame qui s'approche de moi. Puis, elle me dit quelque chose. Are you from Canada? J'ai dit oui. Je cherche le pavillon gynéco. Je ne sais pas trop comment je me suis débrouillée en anglais pour dire ça. Elle dit OK, you come with me. Puis là, j'espérais d'aller à la bonne place. Alors là, il fallait aller payer avant, d'abord. Donc, j'avais l'argent comptant. Et puis, après, bon, on est tout de suite rentré dans le processus de l'avortement. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, je ne prends aucune question sur comment ça s'est passé du tout. Sinon que je vous dis que ça s'est très bien passé, mais vraiment très bien. Et donc, j'étais avec Chantal et Marie-Paul était avec Aline à l'extérieur. Et regarde, aucune ambivalence chez Chantal. Alors, ça facilitait en même temps, c'est évident, là. Et puis, quand on est rentré dans la chambre, qu'on est rentré de nouveau dans la chambre, elle a dit, moi, je veux un gâteau au chocolat. Je dis, tu vas l'avoir, ton gâteau au chocolat. On va tout faire pour que tu aies ton gâteau au chocolat. Justifiable. Alors, Même l'infirmière deux apporte gâteaux. le haricot. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un haricot. Non. On a ça dans tous les hôpitaux. C'est en métal, c'est en forme d'haricot. Et puis, si jamais tu as mal au cœur, tu vomis là-dedans. Que Chantal l'avait reconnu, puis elle a dit, il n'y aura pas de problème. Puis je suis descendue en bas, chercher son gâteau au chocolat. Et puis elle l'a bouffé en moins de 2. Elle en parle dans son livre, d'ailleurs. Et on est revenu. Je me souviens pas si on a couché le soir même. Je croirais que oui. On serait parti assez tôt le lendemain pour se rendre dans un terrain de camping où Aline et son conjoint nous attendaient dans leur roulotte. Alors, Chantal et Marie-Paul et moi, juste avant que vraiment tout le processus comme tel, vous faites le montage de toute façon, juste avant que tout le processus commence, on était allés, Marie-Paul et moi, dans un café. Donc, Aline et Chantal étaient toutes seules dans la chambre. Et on s'était entendu avec Ginette Bastien qu'on appellerait pour les informer minimalement là, si tout se passe bien. Alors, on a écrit la lettre ensemble, le mot ensemble, et on ne voulait pas traîner au téléphone non plus. Donc, je parle qu'il y a eu un orage aux douanes, mais que maintenant, le ciel est laminé d'étoiles, ce qui voulait dire que Chantal avait ses tiges laminaires dans le col de l'utérus et que demain, on allait à la mer Salée. Alors, ça, c'était l'autre partie de l'avortement qui était l'injection d'eau salée, physiologique. Pour l'avortement.
Alors, mais ce qui a fait que, quand même, la belle Ginette, elle voulait savoir ce qui s'était passé aux douanes parce que les poursuites, ça pouvait exister aussi. Ah oui, c'est ça, parce que Chantal, elle avait amené tout son dossier. Elle voulait, écoute, il faut le faire, hein. Elle voulait être la fille qui fait bien ses devoirs. Ouais, Là. Elle avait très, apporté ouais. tous ses papiers de la cour pour pouvoir regarder ça, se préparer. Alors, nous, on ne voulait pas se faire prendre avec ça, comprends-tu? Donc, Non, il n'est pas là pour des ben, avortements. c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je me rends avec mon peu d'anglais, Oui. puis tout ça, il fallait que ça soit bien pacté, là, tu sais, comprends-tu? Je me rends au bureau de poste pour aller porter le truc, puis envoyer ça à l'adresse de Ginette là-bas. Fait que ça a été fait. J'étais contente d'être débarrassée de ça aussi. Alors voilà, donc on est reparti le lendemain avec une bonne bouteille de vitamines nature pour Chantal. Et bon, sage-femme puis infirmière, ça donnait bien aussi pour le suivi de grossesse et tout ce qu'on a fait par la suite, là. Alors, tout s'est bien passé et par la suite, on est revenu. Ah oui, le gros cri que ma belle Marie-Paul a lâché quand on a passé les douanes en revenant. Un cri, là. Marie-Paul avait une voix là, extrême, là, puis c'était une femme militante, mais énormément de fougue. Elle était réputée pour ça, là, malheureusement elle est décédée. Alors, le cri qu'elle a lâché, là, c'était... moi, je n'étais pas surprise. Là, je m'attendais à... Pas que je m'y attendais, mais je n'ai pas été étonnée du tout. Alors, je tiens à le mentionner, parce que les couleurs de Marie-Paul, fait ça partie de faisait partie. l'expérience, là. Tout à fait, tout à fait. Mais à quel moment, toi, tu t'es dit c'est fait? Même une fois les douanes passées, Ouais. je te dirais, OK. ils ne pouvaient pas nous arrêter. Il aurait pu essayer de nous donner des problèmes, Ouais. comprends-tu? Puis il ne fallait pas, parce qu'elle était à 22 semaines. Il fallait, tu sais, c'était ça ma crainte, c'était ça ma crainte. Mais une fois que tu es rendu, vraiment, tu es passé les douanes, puis au bout de 50-100 kilomètres, là, puis on était correct. On était correct. Donc, même avant les tiges. Puis, Marie-Laurence, tu peux peut-être nous expliquer pourquoi il a fallu aller aux États-Unis spécifiquement? Pourquoi ça n'a pas pu être fait au Canada? Ah, ben, à cause de l'arrêt, à cause de l'injonction, c'est ça. C'était vraiment un interdit. Elle ne pouvait pas avorter tant que la cause n'était pas entendue. Ceci dit, ben, ça s'inscrit dans toute une histoire de voyage pour avortement, hein. Ben, c'est ça. C'est une stratégie qui est mobilisée par les femmes et qui est mise en place par des mouvements féministes un peu partout à travers le monde. Puis même ben, dans l'histoire du Québec, il y a des groupes, là, le Comité de lutte pour l'avortement libre et gratuit, le Centre des femmes de Montréal, qui ont mis en place des réseaux dans les années 70, entre 73 et 76, pour amener des femmes à New York aussi. Fait qu'il y a comme il y a quand même une tradition, là, une tradition. En tout cas, il y a une histoire qui, derrière le voyage de Chantal Daigle aussi, de justement, traverser les frontières quand le contexte légal permet pas d'avorter dans son pays, puis... C'est vrai du Canada vers les États-Unis, mais avant que ce soit légal aux États-Unis, on sait qu'il y a des réseaux qui relient entre autres la côte ouest américaine avec le Mexique. On a vu plein de réseaux. Il y a des Canadiens qui sont allés en Angleterre, en Suisse, parfois même au Japon. En Europe aussi, il y a plein de réseaux comme ça transnationaux qui existent. Donc, cette idée-là de contourner, c'est ça, les systèmes légaux, les restrictions légales pour obtenir le service, c'est mobilisé. Puis j'ai envie de dire, c'est mobilisé encore, on le voit, même si c'est... Je fais un lien avec les États-Unis, la situation actuelle aux États-Unis. On a un effet miroir. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, même Mhm. si c'est pas d'un pays à l'autre, là, on voit des voyages d'un État à l'autre pour, encore une fois, contourner les restrictions légales du nombre de semaines et tout ça. Fait que, ouais, c'est une stratégie. Qui est même un risque, parce que Ben oui, dans absolument. certains États, si tu es identifié comme ayant aidé quelqu'un à avorter, ben, tu es poursuivi. Exactement. Mhm. Puis je me demande, tu sais, après, en fait, pendant les années, peut-être après les années 69, 70, tu sais, quand ça se faisait quand même de manière illégale au Québec, mais qu'il y avait certains endroits, est-ce qu'il y avait des femmes canadiennes, tu sais, de l'extérieur du Québec qui venaient
profiter un peu des services. Je sais pas si ça a été documenté, mais est-ce que c'était comme un peu su que ça se passait au Québec? Dans les années après 76, disons. Oui, exactement. Mon Dieu, c'est une bonne question. Sûrement. J'aurais envie de dire sûrement, parce que à ce moment-là, le Québec, c'est ça, quand je disais 76 est intéressante comme année à rajouter sur la ligne du temps, c'est qu'après 76, autant avant 76, le Québec est la province où il se fait le moins d'avortements au Canada. Après 76, ça devient l'inverse. Fait qu'il y a ça aussi qui joue. Fait que je serais pas surprise que ce soit le cas, que des femmes de l'Ontario ou probablement des provinces maritimes où l'accès est encore difficile. Donc, qu'il y ait des voyages comme ça à l'intérieur du Canada, je serais vraiment pas surprise. Là. Ouais. Intéressant. Ça me donne envie de sortir mes flashcards. Je vais devoir réécouter l'épisode là, pour me rappeler toutes les dates. Là. Il y en a beaucoup. Donc, tu sais, à travers les différentes luttes, mais également les différentes décisions qui ont été rendues, tu sais, politiques, légales, en fait, comment est-ce qu'on se rend à parler de droit du fœtus? Tu sais, j'ai l'impression que ça, souvent, ça vient intriguer les gens de comment est-ce qu'on en vient à déterminer, en fait, que faut qu'on choisisse si un fœtus a des droits ou non dans notre système légal pour parler d'avortement et non pas juste du corps des femmes ou des personnes qui ont un utérus, tu sais. Oui, c'est une bonne question. C'est une question qui est complexe. Puis là, bon, l'historienne en moi a envie de revenir au 19e siècle. Non. Mais c'est sûr que on pourrait revenir bien avant ça. Là. Il y a des études qui ont étudié la perception de l'avortement à l'époque moderne et tout ça. Je ne surprendrai pas personne en disant que l'Église catholique a une influence là-dedans. C'est ça. Mais tu sais, disons plus près. Là. Je recule, mais juste d'un siècle. Mais tu sais, déjà, quand on parlait de la loi de 1869 qui vient criminaliser l'avortement, il y a tout un mouvement à cette période-là de mobilisation professionnelle des médecins qui vont se mobiliser contre l'accès à l'avortement. Avant ça, l'avortement, c'est beaucoup dans l'univers des sages-femmes. Et c'est relativement courant avant les premiers mouvements, finalement, du fœtus. Donc, on parle de... No kicking. Oui, c'est ça, avant le quickening, là. Fait Qu'est-ce parle... que c'est, ça? C'est... Avant les mouvements du Oui, fœtus. c'est ça, les mouvements du fœtus. C'est vraiment... sentir les mouvements, là, réellement, concrètement. C'est ça. Fait qu'il y avait un peu cette idée-là. En fait, avant que le fœtus bouge, on avait un peu cette idée, l'avortement est comme déguisé sous le couvert du retour des règles. Donc, on a plein de méthodes pour faire revenir les règles des femmes. Et tout ça, c'est comme dans l'univers là, de traitement des sages-femmes. Et donc, à la fin du 19e siècle, on a une montée professionnelle, d'affirmation professionnelle des médecins qui veulent finalement se réapproprier le champ de ce qu'on appellerait aujourd'hui la gynécologie, l'obstétrique, au détriment des sages-femmes. Et donc, l'identité professionnelle des médecins va se constituer. Oui, c'est vrai. Oui. C'est ça va vraiment se constituer donc sur cette idée, sur cette opposition finalement à l'avortement. Puis donc, quand on dit le droit du fœtus, on peut voir des racines là. Puis, tu sais, je dirais cette idée-là, un peu, en fait, les médecins, de manière... tu sais, quand je parle des médecins, je parle pas des individus nécessairement. Il y a toujours eu des individus le corps médical. Mais oui, c'est ça, le corps médical. Institution, disons. Exact. Va garder ça quand même au cœur de son identité professionnelle pendant très longtemps. Tu sais, jusqu'en 76, si je me trompe pas, là, dans un mémoire de 76, on parle de... au-dessus de 70% là, des médecins, des obstétriciens, gynécologues qui sont contre l'avortement. Donc, tu sais, ça, c'est un mémoire de l'association professionnelle. Fait qu'il y a quand même... Ça demeure l'opposition à l'avortement très ancrée. Entre autres. Oui, c'est ça, dans l'identité professionnelle. Puis donc, ça joue sur cette idée-là de personnalité, finalement...
juridique du fœtus, ou en tout cas de cette idée-là de droit du fœtus, puisqu'on vient aussi par le fait même avec la réforme de 69, comme donner un pouvoir aux médecins de dire quels avortements sont légitimes ou pas. Donc, de trancher finalement entre ce qui est permis, ce qui est normalisé par l'institution médicale, puis ce qui ne l'est pas. Et d'ignorer complètement la parole de la femme. Ignorer, nier même, je te dirais. Nier complètement la demande de la femme. C'est ça. Fait que c'est infantilisant, ça respecte. Et ça, Morgan Taylor, dans son procès de 76, l'a aussi beaucoup défendu, ça, l'intégrité, que le lien de la santé physique et émotionnelle était extrêmement important dans le fait d'imposer une poursuite de grossesse qui n'est pas désirée. Vraiment, vraiment. C'est un contrôle. Tu sais, quand on parle de privé politique, comprends-tu? Même chose comme pour la violence conjugale aussi, tu sais, c'était répandu que ce qui se passe dans les quatre murs d'une maison, ça ne te regarde pas. C'était ça, beaucoup à l'époque, qu'elle se fasse battre ou pas. D'interdire à une femme ou une personne de s'avorter, c'est d'une violence extrême. Quand tu désires être enceinte et tout, c'est merveilleux pour tout le monde, pour toute la famille. Mais quand tu ne le désires pas, puis qu'on te l'interdit en plus, c'est d'une violence sans nom. Ça impacte toute la vie de cette personne-là, vraiment. Donc, le gain qui n'est pas acquis, mais le gain que le fœtus n'ait pas de statut juridique et que le fœtus fait partie intégrante, complète, de la personne qui le porte. Donc, si tu lui interdis, si tu accordes des droits au fœtus, tu ignores ceux de la femme. Donc, tu l'opposes. Ça devient comme un combat. On est en train de les opposer, exactement. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que les anti-choix vont revenir là-dessus. Partout, ils sont essayés plusieurs fois. Ils vont essayer par tous les moyens. Donc, c'est pour ça que je suis contente, moi, que vous soyez là. Comprends-tu? Parce que il faut se mobiliser. Il faut ne pas lâcher incessamment, ne pas jamais baisser la garde. Donc, il faut être là. Mais c'est sûr que les anti-choix aussi ont développé leurs moyens aussi pour contrer tout ça. Donc, il faut être encore plus intelligent pour aller rejoindre la population aussi, pour maintenir le degré dans lequel l'ensemble de la population est en ce moment. Je dirais même fier d'avoir une accessibilité qui n'est pas à 100%, mais on peut s'entendre qu'on a beaucoup accès. C'est gratuit en plus. Et tu n'as plus de comité. Il faut le mentionner. Ce sont des bases qu'il faut préserver. Et continuer à revendiquer que la contraception soit gratuite, pour éviter finalement le plus possible des avortements. Alors, voilà, chapeau, demeurer, continuer. Je veux vraiment prendre ta balle au rebond parce que moi, je trouve que quand on a réfléchi un peu l'épisode, je trouve que maintenant, on est dans les discours, en fait, qui parlent soit d'avortement, mais qu'on est beaucoup plus capable aussi d'adresser la notion, justement, d'autonomie du corps. Et comme tu l'as nommé, je pense que de réaliser que de ne pas avoir droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et sur les conséquences qui vont en suivre, c'est d'une extrême violence. T'sais. Puis quand on abordait l'épisode avec Laïma, moi, je ne pouvais pas m'empêcher aussi de voir en parallèle d'autres luttes aussi dans le droit de l'autonomie au corps par rapport à la fertilité, comme je sais qu'il y a le rapport qui est sorti en 2019 qui abordait la stérilisation forcée des femmes autochtones. Il y a aussi des cas qui sont moins documentés malheureusement, mais qui sont documentés. Merci beaucoup Aurélie Millard, collaboratrice qui fait un travail incroyable sur la violence obstétricale des femmes noires au Québec. Mais les femmes noires, les personnes qui vivent avec un handicap, le droit de choisir de mettre à terme une grossesse, mais le droit également de choisir de quoi faire de sa grossesse, point. C'est cette lutte-là, en fait, je pense qu'il devrait, si on parlait d'alliance, là, mais de lier la lutte pour l'autonomie du corps des personnes qui portent un utérus, c'est essentiel. Parce qu'on peut, autant on ne peut pas décider qui
peut avoir des enfants, mais on peut pas non plus décider qu'il ne peut pas en avoir. Puis malheureusement, c'est des discours que je pense qu'en effet, faut pas se fatiguer, faut continuer d'en parler parce que c'est malheureusement encore d'actualité et ça gronde, Puis là. approfondir Oui, notre analyse. approfondir. Oui, oui, Tout à oui, fait, oui, tout à oui. fait, ouais. Oh oui, parce que la façon dont on en parle aujourd'hui était pas aussi développée dans les années fin 60, même début 70. Alors, l'analyse féministe à ce niveau-là, c'est beaucoup développé, vraiment enrichi, enrichi. Et jusqu'à atteindre des situations particulières des femmes, tu sais, qu'elles se reconnaissent dans cette analyse-là quand elles ont accès à cette information-là. Le film aussi, mon Dieu, le dernier, là, le documentaire qui vient d'être fait avec Véronique Pronovo. Ouais, Libre de choisir. Libre de Oui. choisir. Ouais, Alors ça, même les écoles secondaires, je te dis que ça devrait aller, là. ouais. Et- Je mentionne oui. que j'ai participé à ce Ah oui. documentaire-là. J'ai Ouais. témoigné, j'ai Ah oui, raconté une expérience quel beau d'avortement. documentaire, C'est vraiment, exceptionnel. vraiment. J'encourage vraiment, encore une fois, les gens à voir ce Il s'est promené documentaire-là. beaucoup, puis il faut qu'il continue. Et il faut qu'il continue. Ouais, Il a déjà ouais. une très, très belle vie, puis il faut que tout le Ah, monde, super. tout le monde voit Ouais. ça, les jeunes, les plus vieux. Tout le monde devrait voir ce documentaire-là. Ouais. Tout à fait. On parle du legs, tu sais, de l'histoire, puis qu'il faut pas arrêter, mais tu sais, selon vous, tu sais, avec votre regard d'avant, qui vous permet un regard quand même critique puis aiguisé sur ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on a tendance à prendre pour acquis en ce moment quand on parle d'avortement ou d'autonomie du corps? Ben, des services, c'est beaucoup. On pense qu'il y en a partout, partout, j'entends là, hein. Que c'est facilement accessible. Quand on va prendre l'exemple de la Gaspésie, entre autres, là, j'ai vu le petit documentaire, là, la vidéo qu'il y a là-dessus. Écoute, c'est une jeune médecin qui explique, on a tout ce qu'il faut pour faire des avortements ici et ça ne se fait pas. Bon, elle est prudente, là, c'est sûr, on le voit. Alors, je pense qu'on pourrait parler de l'objection de conscience. Je pense que ça peut avoir un rôle. Ce serait quoi l'objection? L'objection de conscience, l'objection de conscience c'est de la part de professionnels, qui peut être des médecins, qui peut être des infirmières, qui peut être des pharmaciens, qui fait en sorte que il y a pas de personnel pour assumer ce service-là. Fait que s'objecter parce qu'on n'est pas confortable d'offrir, par exemple, le Parce qu'on service. n'est pas confortable ou qu'on est en désaccord. Oui, c'est ça, en exactement. omettant complètement d'informer qu'il y a une ressource peut-être qui existe en quelque part. Et donc, Alors, de faire, c'est ça, du déni de service, en fait. ben, c'est une obstruction, Oui, là, un totalement. accès de santé pour la femme. Alors, il y a l'objection de conscience aussi institutionnelle. Il y a apparemment Véronique Pronovo qui, dans son document qu'elle a présenté lors de le projet de loi sur la laïcité là, et tout, elle avait présenté un document pour dire, pour expliquer, entre autres, que l'objection de conscience institutionnelle ne devrait pas exister parce que 2 hôpitaux ici à Montréal, que je ne connais pas, je ne sais pas dans quel hôpital ça se passe, où il est interdit de raison d'objection de conscience de l'institution, donc de la direction, à avoir un service d'avortement. Alors, jusqu'où ça va, ça? Il faut se pencher là-dessus. Parce que si les pharmaciens, entre autres, pharmaciennes, n'informent pas, ne donnent pas une ressource à la femme qui se présente ici, moi, je prends ça comme un outrage. Vraiment, c'est... Puis, c'est pas n'importe qui va nous informer de ça. Même la femme en question non plus, là, tu sais. Moi aussi, j'aurais dit l'accès, tu sais, qui Ouais. qui est le plus pris pour acquis, puis en même temps, ce qui est le plus en danger, tu sais. Puis ça a été nommé quand même, on est choyé au Québec, on a beaucoup de points de service, mais dans le contexte de privatisation du système de santé, alors que il y a des rationalisations des budgets, on peut pas s'attendre à ce que ça ait pas d'impact sur l'accès à l'avortement à long terme. Fait que moi, ce qui me préoccupe en ce moment, c'est l'effritement du filet social de manière
générale parce que on est dans une conjoncture où, c'est ça, le système de santé est moins bien financé, on se tourne de plus en plus vers le privé, le milieu communautaire peine aussi à avoir du financement, à réaliser sa mission. Puis, tu sais, quand on parle du milieu communautaire, ça inclut la FQPN, ça inclut les centres de femmes, donc des organismes comme SOS Grossesse, Grossesse Secours. Donc, tout ça, si la société décide pas de réinvestir dans le système, le filet social, ben, c'est l'accès à l'avortement qui va écoper inévitablement, tu sais. Puis bon, et bien d'autres choses, là, entre autres. Mais je pense que dans les menaces là, à l'accès à court et moyen terme, c'est le financement des services publics. Ouais. Si la question de l'accès vous intéresse, le prochain épisode du balado va être consacré intégralement à l'accès. Donc, je suis très contente que vous le nommiez parce que c'est très, très important quand on parle de droit à l'avortement. Lise, vous qui avez vécu l'histoire dont on parle depuis plus d'1 heure, et toi, Marie-Laurence, qui l'étudie Qui le maîtrise. et qui la Oui, doctorise, comment vous percevez le fait qu'on a cette conversation-là aujourd'hui, puis le fait qu'on doit encore sortir dans la rue et qu'on doit encore se battre pour défendre ce droit-là? On est encore dans une société patriarcale, que je sache. Là. Pensez-vous? Alors, tant que ça va être là, continuellement, il va falloir continuer à se mobiliser, à s'informer, à revendiquer. Puis je peux le répéter ça 3-4 fois, là, mais tout est là. Tout est là. Revendiquer justement ce que tu viens de dire par rapport à l'accès, compte tenu de la situation qui est là, économique en ce moment, compte tenu du mouvement de la droite qui est extrêmement fort, vraiment, il faut se développer. Mais on est dans une province où l'Église était extrêmement forte. On a réussi à passer à travers bien des obstacles, mais qui, si c'est moins l'Église, tu as quand même des mouvements religieux qui sont extrêmement forts. Tu as le masculinisme qui augmente. Ouais. Et là, je trouve épouvantable que nos dirigeants politiques ne prennent pas plus de place pour interdire de tels discours. Il y a un laisser-aller à ce niveau-là dans les écoles, incroyable là, à ce niveau-là, je trouve, là, moi, vraiment. C'est comme si il y a au coin de la rue quelque chose qui va nous tomber dessus à un moment donné parce que la force va devenir trop grande, là. Alors, c'est ça. On est toujours dans cette société-là. Et elle prend de plus en plus de place, là. Moins de plomb dans l'aile. Puis avec cette montée de l'extrême droite, des milieux masculinistes et tout ça, ça s'accompagne d'un discours nataliste qu'on voit de plus en qu'on entend. Ça essentialise beaucoup le rôle des femmes dans la société. C'est ça. Puis c'est toujours ce backlash-là, finalement, c'est toujours de ramener les femmes vers l'espace privé, vers la maison, vers la famille, et en les privant d'une autonomie corporelle, de choix, de décision sur leur corps. Là. Fait que, ouais, j'abonde vraiment dans le même sens que Lise. Oh my God, c'est la question qui twerk. La question qui twerk pour Lise, j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre plus grande fierté au travers de toutes les luttes que vous avez menées? S'il y avait une chose que vous gardez en tête puis qui vous quittera jamais. Je suis fière, en fait, du mouvement féministe. Je suis fière de ça. Je suis vraiment fière de ça. On a besoin d'en parler, de continuer d'en parler, de continuer de se renforcer, vraiment. C'est typiquement québécois. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais je veux dire, c'est encore très, très, très présent. On est encore bien vivante. Toujours malgré l'âge. debout? Oui, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui me disait oh mon Dieu, quel courage vous avez eu. Je dis écoutez, s'il n'y avait pas eu le mouvement féministe 20 ans avant Chantal Daigle, Chantal n'aurait pas pu. Elle n'aurait pas pu. Pour répondre peut-être à la question qui a été lancée comme ça, c'est quand même propre. Le fait d'avoir
on parle du mouvement féministe, mais il y a aussi tout le milieu communautaire qui nourrit le mouvement féministe. Mhm. Le mouvement féministe ne se réduit pas à ce qui se fait dans le communautaire, mais le communautaire est quand même un bon bout. Puis ça, c'est propre au Québec. D'avoir des milieux communautaires financés par l'État, c'est une spécificité québécoise. Et puis c'est précieux pour la défense collective des droits d'avoir ça. Et ils se sont battus Et ils se fortement sont battus là-dessus. fort pour l'avoir, Puis oui. c'est remis en question là, Absolument. en ce moment. Ben Fait oui, que, c'est ça, le mm, projet de loi oui. constitutionnel. Oui, dont on va parler aussi dans le prochain épisode. Alors voilà, plein de teases. Et la question qui twerk pour toi, Marie-Laurence, toi qui connais sur le bout des doigts toute cette histoire-là, qu'est-ce que tu penses que cette histoire a à nous apprendre sur aujourd'hui? Ça va être un cliché, là, mais je pense qu'il faut connaître l'histoire pour éviter de la répéter ou, en fait, non, je m'éloignerais de ce cliché-là, puis je dirais, je pense qu'il faut connaître l'histoire pour s'en inspirer. Puis je pense que les mouvements féministes des années 70, 80 ont beaucoup à nous apprendre à notre génération sur comment s'organiser, sur comment développer des argumentaires, des formes de mobilisation. Donc, il y a quand même... J'aime beaucoup l'histoire parce que je pense que l'histoire peut être un moteur de transformation sociale. Puis je pense qu'on peut aller chercher dans l'histoire, dans le passé, des formes... On peut s'inspirer finalement de ce qui a été fait pour mener les luttes aujourd'hui. En tout cas, moi, je me vois un peu mon travail d'historienne comme une courroie de transmission. Tout à fait. Tellement. C'est essentiel. Ben oui. Je pense que les contacts intergénérationnels, justement, permettent ça. Puis c'est pour ça que je fais ce que je fais. Oui, mais oui. Quand il y a eu l'affaire de la Polytechnique là, en 89, là, ça nous a rentré dedans beaucoup. Là, dans le mouvement féministe, ça l'a vraiment rentré dedans. Et il y a quoi, peut-être 10 ans, peut-être même pas, le musée Fier-Monde sur Atatacan L'écomusée du Fier-Monde, ouais. et Ontario, il y avait eu une rencontre, on était 150 à peu près, et c'était sur l'histoire de l'avortement, quelque chose comme Louise Desmarais était là en avant, je me souviens. Puis il y a une intervention d'une jeune fille qui a dit « Mais c'est qui Chantal Daigle? » Alors là, ça, c'était une grosse faille en même temps dans le mouvement féministe de ne pas soit avoir les moyens ou l'énergie d'encourager une relève, de solliciter une relève, tu sais, comprends-tu? Et c'est un peu... Puis je me permets, Mathilde, de faire comprendre à la relève sur quoi vous reposez. Tu sais, ça, c'est ça. quoi, Oui. c'est quoi Sur votre quoi on legs, là? bâtit. Oui, c'est ça, sur quoi on c'est ça, bâtit. c'est tu ça, sais. c'est ça. Alors là, c'est comme... mon Dieu, il y a de plus en plus de documentaires qui sortent, et livres et recherches qui se fait dans la jeunesse étudiante, là, vraiment, sur cette question-là, justement, la question de l'avortement. Alors, c'est comme vous rattrapez un peu l'espèce de... Je ne veux pas dire laisser aller, on avait beaucoup de chats à fouetter, puis il y a eu beaucoup d'énergie à mettre là-dedans avec des filles qui avaient des enfants aussi, des études et le boulot et tout, situation On est dans le jus, économique. là. Oui, oui, mais pas indépendamment, moi, je dirais, indépendamment de toute la violence de tous côtés qu'on vit en ce moment, je suis contente de constater de plus en plus qu'il y a des jeunes comme vous, là, qui continuez, qui prenaient la relève. Alors, je suis allée dans une autre rencontre de trêve. C'était quoi, donc? CALAC. C'était un groupe c'est un point de service de CALAC et on m'avait demandé de faire un peu l'historique de l'avortement et j'avais préparé tout mon truc. Puis il était une quinzaine à peu près, puis je veux dire comme suspendu à mes lèvres et tout, là. Bon. Alors, j'ai dit... je vais parler un petit peu de ça, mais je vais surtout insister. Vous êtes là, il faut que vous preniez la relève, il faut que vous continuez. J'ai dit, ça a commencé par un petit groupe à l'époque. Puis c'est là que j'ai parlé des lesbiennes beaucoup. Puis il y avait beaucoup de queer autour de moi, je le savais, là. J'ai dit,
T'étais avec- Allez-y, avec la gang. allez-y, allez-y. On se bat contre la société patriarcale. En fait, c'est ça. Allions-nous, en fait. Oui, Ouais, tout à allez-nous, fait. Vous avez une place, tout à fait. Tu sais, C'est que à ça ce peut être niveau-là. tellement mobilisant de se dire on bâtit sur des luttes du Mhm. passé. Tu sais, au lieu peut-être de changer la perspective, tu sais, au lieu de se dire ben, on est tout le temps en train de réinventer la roue Ben, ou on c'est ça. refait les mêmes luttes tout le Mhm. temps, ben, c'est plutôt de dire on a réussi par le passé à aller chercher ça, puis là on cherche à aller chercher ça. Comme des C'est- nouvelles briques Exact, à l'édifice. c'est ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Marie-Laurence, merci d'être une courroie de transmission puis de nous montrer c'est quoi les briques qui ont été ajoutées là, dans les dernières années. Puis Lise, merci infiniment pour votre legs exceptionnel en fait aux femmes, aux féministes d'aujourd'hui. On vous doit beaucoup puis on est super contente de vous avoir réunis toutes les deux. Hein. On a parlé de rencontres de génération. Ben, Ouais. Très reconnaissante de C'est votre dans votre travail. sac à dos maintenant. Merci. absolument. Ouais, merci Certainement. beaucoup. Merci Ben, à merci vous à pour vous l'invitation. aussi. Merci Ben à oui. vous, merci. Avec grand plaisir. À quoi tu jouis est une production du Club Sexu. À la réalisation, l'animation et la recherche, Laïma Bouraja-Gérald et Morag Boson. Nos invités étaient Lise Gratton et Marie-Laurence Raby. La chargée de projet, Anne-Marie Soucy. Au son, Paloma Daris. À la direction artistique, éclairage et captation vidéo, Samuel Barriot. Pour le montage et le mixage, Gabriel Vigneault-Gendron. Et la musique originale de Mike Clay. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision.